Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la rédaction de la Gazette du Sorcier. Aujourd'hui, nous consacrons notre discussion à un sujet que nous voulions aborder depuis longtemps mais qui tombe à pic en cette période de confinement, les jeux vidéo Harry Potter. Donc, je vous invite à brancher votre PC, ressortir vos vieilles consoles et c'est parti pour un tour d'horizon de nos expériences gaming dans le monde magique. Ici Marjolaine, et comme toujours, on passe en mode multijoueur, car j'ai avec moi plusieurs rédacteurs. Il y a donc Bédragon, Bonjour. Sushi des Bois, Bonjour. Gizmo Salut. et Pantalémon. Coucou. Bienvenue à tous. Donc j'ai cru comprendre que vous avez tous joué à quelques jeux Harry Potter dans les 20 dernières années, puisque les plus anciens commencent à remonter un petit peu, n'est-ce pas? Notre prime jeunesse, oui. Donc, en fait, je vais proposer qu'on fasse une discussion plus ou moins chronologique en suivant justement la sortie des jeux, puisque en explorant en fait la manière dont a été exploitée la franchise de manière vidéoludique, c'est aussi une plongée un peu dans l'histoire des jeux vidéo depuis le début des années 2000. Même si, peut-être on peut commencer par ça, Harry Potter n'a pas été tant que ça exploité encore en jeu vidéo par rapport peut-être à d'autres franchises, comme je pense peut-être à Star Wars, mais Star Wars c'est peut-être un cas un peu à part, mais même Le Seigneur des Anneaux, il y a eu quand même pas mal de jeux. Harry Potter, peut-être un peu moins, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, comme j'ai quand même consacré un article là-dessus, sur les jeux vidéo fantômes de la saga Harry Potter, je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de jeux centralisés sur Harry Potter, il y a surtout eu beaucoup de jeux qui étaient uniquement les films, en fait. Et il y a eu très très peu de jeux qui ont exploité l'univers dans sa globalité, contrairement à des Star Wars ou à des Seigneurs des Anneaux, justement, où ils sont éloignés des films et où ils ont fait des jeux vraiment sur plein d'aspects de l'univers qui étaient beaucoup plus riches au final que les jeux Harry Potter qui sont très très fort limités à l'histoire d'Harry, quoi. C'est vrai, il y a moins eu d'exploration narrative, comment on dit, transmédiatique. Mais du coup, on peut commencer par cette fameuse série de jeux action-aventure qui a suivi la sortie des films. Donc, c'est une série de jeux par Electronic Arts. Donc, je propose déjà de commencer par les 3 premiers qui sont sortis en même temps que les films, en 2001, 2002 et 2004. Donc, sur les plateformes de l'époque, donc sur PC, mais aussi sur PlayStation 2 notamment. Il y a eu aussi des versions Game Boy. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, Tout à fait. qui ont joué aux versions Game Boy, donc Game Boy Color et Game Boy Advance. Ça ne me rajeunit pas tout ça, mais... Et donc, j'ai rassemblé les 3 premiers parce que j'y ai joué à ces 3 premiers déjà, ce qui n'est pas forcément le cas des suivants. Ils suivaient vraiment le même principe. Donc, je sais que Bédragon, Gizmo et moi, on y a joué. Panta aussi. Oui. Donc, en précisant que j'y ai joué sur PC uniquement, parce que je sais que pour les premiers, les versions PlayStation, les 2 premiers. Les versions PlayStation étaient différentes. Il y avait des moments de jeu différents, etc. C'était des équipes de développement différentes. Beaucoup de différences. D'ailleurs, quand j'avais refait la version PlayStation du coup sur émulateur assez récemment pour faire des vidéos gazettes, au final j'avais retrouvé quelques trucs, mais j'avais surtout redécouvert un tout nouveau jeu par rapport à la version PC que j'avais assez fort torché dans tous les sens. Du coup, les versions PlayStation sont vraiment différentes pour les 2 premiers jeux. C'est assez cool d'avoir des jeux aussi différents selon la plateforme à laquelle on joue. Ouais, c'est vrai, moi j'avais joué que aux versions PC et du coup j'invite tous les auditeurs à aller sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier pour voir les épisodes que Gizmo nous avait fait. Et effectivement, j'ai eu l'impression de redécouvrir, même au niveau des graphismes. Je me suis dit, mais c'était aussi joli que ça. Et non, c'était pas aussi joli que ça sur PC. Oh non. Juste comme on en parle rapidement, il y a un livre qui est sorti récemment, qui est assez intéressant et qui se base justement sur la création des trois nouveaux jeux, qui est l'histoire des jeux vidéo Harry Potter par Gaëtan Boulanger. Et justement, il explique pourquoi est-ce que tous ces jeux sont si différents et comment ils sont arrivés à être créés de manière aussi différente en fait, tous.
Et c'est assez fascinant et c'est assez fun. Il y a plein de petites anecdotes. Et du coup, c'est assez cool de voir ce qu'il y avait en coulisses. Pour moi, c'était une époque des jeux vidéo vachement intéressante parce que justement, c'était une époque où les jeux étaient conçus selon la plateforme pour laquelle ils allaient, enfin, sur laquelle ils allaient jouer. Et du coup, que vraiment chaque plateforme avait ses particularités et donc ses jeux propres. Et ça s'est effacé petit à petit où maintenant tous les jeux sortent avec le même contenu, le même. Il n'y a que le gameplay qui change un peu parce que les manettes changent, mais sinon ça reste la même chose quelle que soit la plateforme sur laquelle on joue dessus. Alors qu'à cette époque-là, ça avait encore une vraie importance sur quelle plateforme on allait jouer à un jeu. Je pense que ça a été vrai à un moment, mais là maintenant c'est plus tellement le cas. C'est de nouveau, chaque plateforme a quand même ses spécificités. Il y a quand même pas mal de jeux qui se déclinent plus tellement d'une plateforme à l'autre. Surtout avec maintenant le poids de plus en plus important des jeux mobiles, où là du coup ça explore de nouveaux gameplays, etc. Puis même les nouvelles consoles, si on pense à la Switch ou ce genre de choses, ça a permis d'autres types de gameplay avec des consoles un peu différentes aussi. Donc, mais on va revenir, je pense, sur les différentes consoles parce qu'il y a eu des explorations aussi du côté des jeux Harry Potter. Mais pour revenir à ces 3 premiers, je voulais vous demander un peu, pour ceux qui ont joué, vos souvenirs, parce que je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est des souvenirs assez teintés de nostalgie, parce que bon, en ce qui me concerne, ça faisait partie de mes premiers jeux PC, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais un ordinateur à l'époque. Et puis, c'était quand même... quand on regarde les images de ce jeu aujourd'hui, peut-être que ça peut faire un peu... Avec les yeux d'aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu... c'est daté, hein, ça a 20 ans, donc c'est normal. Mais à l'époque, moi, j'avais vraiment l'impression d'être à Poudlard, quoi, quand je jouais à ces jeux-là. Et puis, il y avait vraiment, je sais pas, même c'était différent des films, différent des livres, il y avait une espèce d'ambiance un peu particulière dans ces jeux. Je sais pas, parfois c'était un peu étrange, mais ça avait quand même son charme, quoi, cette espèce d'ambiance un peu étrange. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on peut trouver quand même d'étrange, enfin, au final, c'est totalement poudlardien et potterien, hein, mais c'est quand même les cours où tu apprenais un nouveau sort, où on te mettait ta vie en jeu à chaque fois, quoi. C'était, oui, tu vas apprendre à faire un flip and do, maintenant on va te mettre une armée de trolls devant toi et on va voir comment tu t'en sors. Enfin, et puis on verra bien à la fin si tu reviens en vie avec toutes les étoiles, sinon tu auras perdu ton cours. Ok. Enfin, bon, voilà, évidemment, ça doit être adapté à un jeu vidéo, mais les dangers à Poudlard étaient encore plus vrais dans les jeux vidéo que dans les livres et dans les films, alors qu'ils sont déjà très nombreux dans l'histoire de base. C'est assez rigolo que tu évoques la question parce que, bon, c'est pas vraiment un jeu vidéo Harry Potter à proprement parler, mais j'ai testé récemment la map Minecraft Harry Potter qui est sortie récemment et on a le même problème, c'est-à-dire que on commence des cours et on est tout de suite jeté dans le bain pour apprendre un nouveau sort, on défend sa vie littéralement. Et je pense que c'est un peu commun à tous les jeux vidéo en règle générale. Comme tu dis, les cours, c'était quand même, il y avait un petit côté version plus, mais du coup, ça donnait, il y avait quand même un côté de surprise parce que ça partait des fois tellement dans tous les sens dans ces jeux Harry Potter alors certes, on avait la trame plus ou moins lâche de l'histoire puisque c'était des jeux qui accompagnaient la sortie des films quand même. Mais entre-temps, on avait quand même des surprises où on se retrouvait face à des créatures qu'on ne rencontre pas forcément dans les films ou alors de manière très, très rapide. Et là, on se retrouve à devenir des spécialistes des gnomes ou de ce genre de choses. Alors que, par exemple, les gnomes, je ne pense pas qu'on les voit apparaître dans les films. Donc, mais il y a plein de choses qui sont apparues dans les jeux vidéo et pas dans les films. Il y a les scoutes à pétard, les crabes de feu, les korrigans, les gnomes. Rien que le flipendo, qui a quand même été le premier sort qui a été apparu dans les jeux vidéo et qui n'était pas du tout canon à l'époque et qui est devenu canon par la suite, qui était du moins intégré à Cursed Child, à l'enfant maudit, après, parce qu'il existait dans les jeux vidéo alors qu'il n'est jamais apparu dans les livres et dans l'histoire. Je crois que tout vieux fan de Harry Potter qui a connu les années 2001-2002 connaît le sort de Flipendo alors qu'il l'a jamais lu dans un livre. Et c'est ça qui était cool dans ces premiers jeux vidéo, c'est qu'ils ont apporté plein de choses, leur vision de l'univers aussi, quoi.
Mais en fait, toutes les créatures parce qu'effectivement, il y a plein de créatures qui sont apparues dans les jeux vidéo, mais qui n'apparaissaient pas encore dans les livres ou dans les films. Et en fait, justement, le livre dont je parlais tout à l'heure, il explique que J.K. Rowling a créé une liste de créatures qui pouvaient apparaître dans les jeux vidéo, qui fonctionneraient dans son univers et qui pourraient faire office de méchants, parce que les créateurs des jeux vidéo lui disaient mais on a besoin d'adversaires, en fait, on a besoin de quelque chose. Et du coup, elle a donné cette liste. Et apparemment, quand ils ont lu quelques années plus tard le petit livre Les Animaux Fantastiques, ils ont dit que la liste ressemblait fortement à ce qu'ils avaient reçu à la base. Ça l'a peut-être motivé finalement d'avoir à faire cette liste, de se dire allez, maintenant que j'ai ça. Mais ouais, d'ailleurs, en parlant de contenu qui, en tant que fan, on sentait que ça venait de J.K. Rowling, c'est toutes les cartes Choco Grenouille qu'on pouvait sélectionner. Et ça, c'était une des choses que je préférais aussi, parce qu'on avait toutes ces cartes avec les sorciers et puis un petit texte court qui accompagnait chaque sorcière et sorcier. Donc ça rappelait ce qu'on avait sur le site de J.K. Rowling, mais du coup, ça avait un côté augmenté, quoi, de les retrouver dans un jeu vidéo. Et puis surtout l'envie de toutes les collectionner, d'aller fouiller les moindres recoins du château. Je me souviens, je crois que c'était dans le 3, avoir passé des heures et des heures à fouiller tous les étages, tous les petits passages secrets pour tenter de les avoir. Et une fois que la collection est remplie, on passe un temps infini effectivement à lire toutes ces descriptions et à être émerveillé par tout ce contenu. Et d'aller dans le magasin des jumeaux Weasley, dans les toilettes des filles pour acheter les cartes restantes dans ta collection. Exact. Cette bande de dealers. Contre des dragées surprises de Bertie Crochet, quand même la meilleure monnaie possible dans un jeu. Oui, j'allais dire ça. Je pense que ça a changé notre rapport aux dragées surprises aussi. Donc, mais quand même des jeux un peu compliqués pour l'époque, parce que je me souviens d'y avoir joué à 6-7 ans, et j'ai en mémoire le passage dans le premier où on est poursuivi par le troll, donc c'était la version PlayStation, je ne sais pas si c'est dans la version PC, mais j'y ai passé quelques heures à ce moment-là à galérer, donc peut-être qu'aujourd'hui je leur ferai les doigts dans le nez avec l'expérience. Mais pour l'avoir testé, non, tu ne leur fais pas les doigts dans le nez avec de l'expérience. En plus, il me semble que c'est en caméra de face, du coup tu te vois courir vers la caméra et tu sais pas ce qui arrive, tu vois juste le troll derrière toi qui te court dessus et tu sais pas, tu peux pas anticiper ce qu'il y a devant toi. C'est le coup où tu as un truc qui te tombe dessus et t'es mort et tu le sais pas parce que tant que tu l'as pas joué, tu l'as pas vu. C'est, on va dire, un problème quand même récurrent des vieux jeux Harry Potter, enfin des vieux jeux en général d'ailleurs, pas que Harry Potter, mais les bugs de caméra, ils étaient quand même très nombreux dans ces jeux. Et c'est pas tellement un bug de caméra, mais non, je me souviens, c'est le même genre que la séquence de échapper au roi de la mort dans le Seigneur des Anneaux, le grand jeu Seigneur des Anneaux, c'est en caméra où tu cours vers pour garder l'ennemi derrière toi, et donc tu cours vers la caméra et tu peux rien anticiper sur tout ce qui se passe. À moins de tout apprendre par cœur, du coup, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est du die and retry. Hein, oui. tu meurs et tu réessayes et ça te dérange pas trop. Ouais, mais c'est vrai que, en tout cas, on y reviendra, mais à partir du 4e, ils ont changé complètement de direction. Mais avant ça, on a eu quand même un jeu, donc qui est, alors je crois, si je me suis pas trompée, qui justement, il a rempli le trou de 2003, puisqu'il est sorti en 2003, il me semble. Le fameux, le célébrissime Coupe du Monde de Quidditch. Le meilleur. Encore par Electronic Arts. Et j'allais dire, oui, justement, que c'est resté un chouchou pour beaucoup de ceux qui y ont joué, en tout cas. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, un jeu de simulation de Quidditch, si on peut dire ça, qui commence par la Coupe de Poudlard en tant que tutoriel. Et après, on est plongé dans la Coupe du Monde de Quidditch. On peut choisir une équipe et voilà. Donc, c'est un jeu qui est assez facile, quand même. Enfin, moi qui n'étais pas une énorme gameuse, j'avais pas trop de soucis pour gagner les matchs. Après, il y avait plein de petits de contenus à débloquer où là, c'était un peu plus compliqué de tout faire, mais voilà, qui était génial, quoi. Donc, pourquoi, selon vous, il était aussi génial, ce jeu? Moi, je pense juste
ce qui est quand même important de préciser, c'est que, enfin, de rappeler aussi, c'est que tous ces jeux, ils sortaient en même temps que les films, mais c'était quand même pas les visuels des films pour autant. Et je trouve que c'était quand même quelque chose qui est très important, c'est que ça restait un univers, un peu à part entière. On n'avait pas encore, en tout cas dans les films 1, 2, 3, le 3 un peu plus. Le 3, il commençait, ouais. Mais les 1 et 2, on n'avait pas encore la tête de Daniel Radcliffe sur Harry. Ce qui donnait des fois des trucs un peu bizarres. Je me souviens notamment de Drago Malfoy qui était... Ou de Hagrid, si on peut parler Hagrid, oui, justement. Qui avait une tête de patate assez horrible. Mais c'était leur univers à propre, c'était assez cool. Ouais. Le 3, il commence à avoir l'univers des films, et surtout, dans le 3, il y a eu l'ajout de la possibilité de jouer avec Ron et Hermione, et pas que Harry, et où chacun avait leurs avantages et leurs capacités supplémentaires. Mais ouais, c'est vrai que le visuel du 1 et du 2, c'était vraiment un visuel à part entière qui était hyper cool. En parlant de visuel et d'univers visuel, je pense que là, c'était un gros avantage de la Coupe du Monde de Quidditch, c'est que c'était quelque chose de complètement inédit, quoi. Certes, on sortait de Poudlard, mais du coup, on avait tous les rien que les... Bon, déjà, c'était beau quand même, comme jeu, visuellement, c'était quand même pas mal. Et puis, on avait tous les différents stades. On faisait pour la première fois le tour du monde magique, quoi. Et c'est quand même... Les stades de Quidditch étaient incroyables. C'était génial. Le stade de la France dans les jardins à la Versailles. Tu avais le stade du Japon au-dessus de l'eau avec les poteaux, les poteaux de Quidditch qui étaient sur des mâles rouges japonais comme ça avec des fleurs de lotus au niveau de l'eau. Le stade norvégien arctique, complètement à glace. Et toutes les équipes qui avaient leurs mouvements spéciaux aussi, c'était ça qui était génial, c'est que chaque équipe avait des mouvements spéciaux individuels et collectifs qui étaient totalement bourrés de clichés. C'est vrai. Et qui étaient totalement illégaux au possible, avec où tu marquais 3 buts et surtout un gros manque quand même un manque d'équilibre. D'équilibrage, ouais, c'est ça, un manque d'équilibrage où tu avais une équipe qui avait son mouvement spécial et qui marquait 3 buts avec, et l'autre elle marquait 1 but avec, et tu étais là, oui, mais pourquoi j'ai débloqué le même mouvement spécial au même moment, mais moi il est nul, mais qui apportait des visuels magnifiques, quoi. C'était ça qui était magique. Ouais, et puis du coup, je imagine comme tout le monde avait forcément un peu son équipe fétiche, puis du coup on connaissait le nom de tous les joueurs, c'est... Et le commentateur, Ludo Verpet, au commentaire du match, avec chaque fois un compagnon de commentaire qui venait du pays qu'on affrontait, et quand on avait fini la Coupe de Poudlard, il y avait aussi les personnages phares de notre équipe de Poudlard qui venaient nous soutenir dans la Coupe du Monde. Donc si on avait fait la Coupe de Poudlard avec les Serpentards, il y avait toujours Drago Malfoy qui venait t'encourager dans les matchs. Enfin, plein de personnages qui étaient mis en avant et plein de visuels aussi, c'était vraiment cool. Est-ce que vous y avez joué, Pédragon et Sushi, à ce jeu ? Pas du tout. Pas du tout non plus. J'ai pas eu l'occasion. Ça fait envie. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que je savais la réponse, mais c'était juste pour vous demander si vous avez bien le seum de ne pas y avoir joué. Et du coup, quand on parlait aussi de collection de cartes de Choco-Grenouille dans les premiers, il y avait aussi la collection des cartes à débloquer dans les Coupes du Monde de Quidditch. Ouais, on avait l'impression d'avoir un album Panini de... C'est ça, il fallait réussir des défis, faire 30 passes, 30 combos, 50 buts dans une saison ou je sais pas quoi. Enfin, réaliser des défis pour débloquer des morceaux de cartes. Et quand on avait débloqué l'entièreté du morceau de la carte, on avait une carte magnifique entière qui bougeait un peu en 3D relief et qui nous débloquait généralement des actions supplémentaires qu'on pouvait faire après dans les autres matchs. Et du coup, pour collectionner l'entièreté de l'album, c'était un temps fou, hein, parce que même si le jeu était simple, il fallait gagner la Coupe du Monde avec toutes les équipes, en faisant des actions spéciales avec toutes les équipes. Enfin, il fallait vraiment le vouloir. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ce jeu a plu à autant de monde, parce que c'était à la fois très accessible, tout le monde pouvait gagner la Coupe du Monde, en gros. C'était pas compliqué, pas trop compliqué. Mais par contre, si on voulait vraiment s'y mettre à fond et débloquer tout ce qu'il y avait à débloquer, là, ça devenait un challenge intéressant pour ceux qui ont la collectionnite ou ceux qui aiment qu'on leur donne des challenges. Ça convenait vraiment un peu à tous les niveaux de joueurs aussi, donc, et à tous les âges aussi. Donc c'était vraiment chouette.
Et ce que je dois dire aussi, c'est que un des avantages, même sur PC, parce qu'il était aussi sur GameCube, sur PlayStation, mais même sur PC, il y avait moyen de jouer à deux sur le jeu avec un seul clavier, ce qui était très très rare pour les jeux à l'époque, de pouvoir jouer à deux sur le même PC. Et je sais que je jouais avec Panta, du coup, à l'époque, un qui devait jouer en QZSD, un qui jouait avec les flèches du pavé. Les flèches droite, gauche, haut, bas. Et tu peux jouer, donc faire des matchs l'un contre l'autre avec un seul clavier. Et c'était quand même assez fou aussi de pouvoir faire ça à deux sur un ordinateur. Et assez galère. Et assez galère, mais c'était trop cool. Drôle. C'était cool, on pouvait se donner des petits coups de hanche. Je faisais ça avec mon frère aussi. Et c'est vrai que mon frère, qui est aujourd'hui qui est dans le monde des jeux vidéo, hein, puisqu'il est game designer, et quand j'ai parlé, quand j'en allais faire cet épisode aujourd'hui, et tout de suite il m'a parlé de ce jeu, quoi, de la Coupe du Monde de Quidditch, comme un souvenir marquant de notre enfance vidéoludique. Donc on peut peut-être passer à peut-être des jeux qui ont moins marqué les esprits. C'est le reste de la série qui accompagne les films, donc du 7, du 4 au 7.1 et 7.2. Alors moi, sur cette série, j'ai joué que au 4 sur GameCube, donc je peux pas trop parler des autres. Pareil pour moi, je joue au 4 sur GameCube. Et je crois que j'ai jamais fini ce jeu. Je pense que déjà parler du 4, ça peut être pas mal parce que c'est le jeu qui est le plus différent de tous les autres dans l'ensemble de la série. C'est vraiment le jeu qui se démarque, pas en bien. Hein, pour moi, c'est vraiment pas terrible. Enfin, pas en bien du tout, mais au moins ils se démarquent des autres. Ils ont voulu changer, ils ont voulu tester autre chose. Et du coup, le 4, le changement de fonctionnalité, c'est déjà qu'on jouait les scène par scène. C'était pas un univers complet comme on pouvait avoir dans le 1 et le 2 où on se baladait dans Poudlard pour aller d'un cours à l'autre. Dans le 4, on choisissait une scène et puis on faisait juste cette scène-là. Et à la fin de la scène, tu avais un écran de fin qui disait pouf, tu as réussi la scène avec 3 étoiles, machin, bouf. Tu pourras pas débloquer la suivante. Beaucoup plus un système de niveau en fait. Si je me souviens bien, on était dans la pancine, il y avait la pancine pour le choix des niveaux. Et puis on a avancé, voilà, c'est ça, vraiment niveau par niveau. Il n'y avait pas d'un monde ouvert dans lequel on pouvait se promener, et on pouvait choisir, mais ça suivait vraiment les scènes du film. Ouais, on pouvait choisir du coup avec quel personnage on allait faire le niveau. Et on pouvait leur mettre des bonus parce qu'on débloquait des cartes à collectionner qui donnaient des bonus qui permettaient soit des bonus complètement fun et loufoques, genre tous tes sorts changent les ennemis en canard en caoutchouc. Oui, j'avais oublié ça. Soit des bonus vraiment cool qui te donnaient plus 30 d'attaque Hermione et plus et pouvoir la possibilité de faire des sorts combinés. Enfin, et donc ouais, vraiment, tu avais ce côté de nouveau de collectionnite pour avoir un maximum de cartes, mais en plus tu les utilisais pour améliorer ton expérience de jeu et faire des trucs parfois complètement loufoques. Et alors, ça suivait l'histoire des films, mais pas que, parce qu'il me semble avoir, dans mes souvenirs, un niveau sur les toits de Poudlard. Et dans les je serres pensais aussi. À celui-là exactement aussi. Ça se détachait un peu, mais dans l'ensemble, ça suivait quand même la progression du film. Mais tu disais qu'il se démarquait aussi des autres. Après, je ne sais pas comment étaient les autres, mais au niveau graphique aussi, il était pareil, très proche des visages des personnages, des acteurs du film. En termes de toute façon, à partir du 4, à partir du 4, ils sont restés très forts sur les graphismes des films parce qu'ils se sont attachés à ça. Donc, mais c'est vrai que ça commençait déjà avec le 3, mais c'est vrai que le 4, c'est vraiment le tournant à ce niveau-là, c'est photo visuelle. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le premier où ils ont capturé les visages des acteurs à ce moment-là? Pour le Sûrement. C'est possible parce que c'est vrai que c'était très. Il y avait une nette différence entre le 3 et le 4 quand même. Et oui, la jaquette, je suis en train de regarder, mais la jaquette en fait du jeu, du 4e, c'est littéralement une capture une photo du film en fait, une très très proche de. Oui, c'est ça, c'est une photo de Daniel Radcliffe en fait. C'est vrai que ne sont pas les autres. Les 3 premiers, c'était totalement jeu vidéo. Enfin, c'était l'image du jeu vidéo sur la jaquette. Mais c'est vrai que 4, 5, 6, 7, 7.2, c'est tous des photos de films avec Daniel Radcliffe dessus, quoi. Alors du coup, pour le 5 et 6, parce qu'il me semble que vous êtes plusieurs à avoir joué à ces deux-là, j'y ai jamais joué, mais j'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'on avait un Poudlard vraiment en monde ouvert. Est-ce que vous pouvez confirmer? Je sais pas qui d'autre y a joué du coup.
Ben moi. Moi, j'ai joué au 5 et ouais, pour le coup, le 5 est une petite merveille parce que tu peux vraiment te balader dans Poudlard et faire tout ce que tu veux dedans avec une liberté que tu n'avais pas dans ceux d'avant. Ce qui a tranché vraiment avec le 4, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait quelques conneries sur le 4 et qu'ils ont voulu rattraper le coup, mais le 5 est vraiment une expérience vidéoludique en soi et qui amène plein de choses, qui amène plein de mini-jeux, plein de quêtes annexes et vraiment une vision de Poudlard magnifiée. Après, le défaut du 5 de mon côté, c'était le côté scénario, parce que ouais, enfin, c'était génial de pouvoir se balader partout, mais globalement, du coup, tout le jeu se contentait de te faire aller à droite à gauche, quoi. C'était il faut aller faire signer le papier de l'AD aux frères jumeaux Weasley, qui est de l'autre côté de Poudlard. Tu traversais tout Poudlard, tu allais chez eux, tu leur donnais le papier de l'AD, ils te faisaient signer, puis ils disaient oui, mais attends, pour signer, il faut d'abord que tu ailles mettre un marécage portatif devant le bureau d'ombrage. Donc tu allais au bureau d'ombrage, mettre un marécage portatif, puis tu retournais chez eux pour faire signer. Et c'était globalement ça tout le jeu. Il n'y avait rien qui se passait. Comme ils avaient tout mis dans le Poudlard totalement ouvert dans tous les sens. Ce qui était vraiment génial, hein, niveau visuel, c'est une perle de pouvoir se balader comme ça en Poudlard. Mais du coup, le jeu, les missions en elles-mêmes du jeu n'avaient aucun intérêt, quoi. C'était des quêtes secondaires de MMORPG à n'en plus finir. Et est-ce que du coup, dans ce jeu, on arrive au ministère de la magie ou pas du tout? Parce que du coup, c'est dans le 5 que quand même on est censé se retrouver dans le département des mystères à la fin. Donc Alors, j'ai plus de souvenirs de la fin du jeu, je ne sais pas si on va jusqu'au ministère. J'ai qu'un souvenir de Poudlard. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais... Je me souviens Là, absolument pas de comment ça finit. Je suis assez certain qu'on allait au ministère, qu'il y avait le combat contre Voldemort à la fin où il fallait Ça, oui. marteler une touche pour lutter contre oui, sa prise de contrôle ou quelque chose, une mécanique du genre qui vous démonte un clavier ou une manette. Mais il y avait un peu de petites choses avant ou après Poudlard. Il me semble qu'on avait un petit peu genre 2-3 pièces du Square Grimoire aussi, et notamment à Noël, parce qu'on pouvait aussi aller faire basculer le fameux porte-parapluie en jambe de troll. Il y avait quelques autres lieux comme ça emblématiques. Mais comme là, le jeu collait vraiment complètement au film, contrairement aux premiers épisodes où on allait parfois de temps en temps sur le territoire des livres, là, on était vraiment dans les décors des films et en suivant la trame du film. Et il faut être honnête, c'est pas le film dont la trame est la plus libre et la moins hachée. Ouais. C'était pas l'histoire la plus facile à adapter en jeu vidéo à rebondissement, quoi, j'imagine. Mais clairement. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, le duel à la fin du ministère, la fin de la bataille du ministère, certainement. Il devait y avoir une scène aussi de bataille dans la salle de l'Arche. Mais clairement, il n'y avait pas d'autres vraiment exploration du ministère comme on aurait pu l'avoir de Poudlard. On ne pouvait pas aller dans des pièces du ministère qui ne sont pas décrites, enfin qui sont décrites dans les livres, qui ne sont pas vues dans les films. Pas de salle de cerveau. Pas de salle de cerveau, malheureusement. Ouais. Ça, c'est quasi sûr. Et puis, bon, je crois que il y avait aussi pas mal de cinématiques aussi à certains moments, pour te présenter un peu la scène et tout, et que par exemple le combat contre Voldemort, comme disait Panta, c'était vraiment juste du martelage de boutons et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de gameplay à ce moment-là. C'était plus beau visuellement pour nous faire comprendre, pour nous faire voir la fin de l'histoire qu'un réel combat où tu devais vraiment faire des actions comme un boss de fin, quoi. Ok, mais bon, c'est vrai rien que pour être dans Poudlard en monde ouvert, j'avoue que ça me manque un peu de ne pas avoir joué. Et du coup, c'est ce qu'ils ont gardé pour le 6 aussi. Et le 6, ils ont amélioré le côté histoire. Enfin, ils ont rajouté beaucoup de choses, mais ils ont gardé aussi le même monde ouvert. Parce que bon, ils avaient déjà travaillé une fois sur le Poudlard, donc ils avaient une base de données à ce niveau-là qui était plus facile à réutiliser, à mon avis, et à réexploiter. Et donc, ils ont pu en profiter pour développer d'autres aspects du jeu et garder quand même tout le côté Poudlard ouvert. Ils avaient rajouté les potions, notamment, qui prenaient énormément d'importance, où tu pouvais donc
faire des potions, tu devais essayer de suivre la recette, tourner dans la potion jusqu'à ce qu'elle devienne bleue claire, et puis après rajouter 3 gouttes de tel truc pour qu'elle devienne orange et tout. Comme sur Pottermore, en fait, pour ceux qui se souviennent aussi de Pottermore. Et c'était encore mieux, du coup, avec la Wii. Là, c'était la Wii Plus, la Wii Mode Plus, ou un truc comme ça, qui devait avoir une précision, qui devait avoir une précision de mouvement encore plus précise. Et du coup, il fallait vraiment touiller dans la potion en faisant des cercles avec sa manette. Il y avait vraiment plus ce jeu-là. Mais ce qui m'avait frustré, moi, dans le 6e opus, c'est qu'ils avaient rajouté des lieux dans Poudlard, mais pour compenser, d'une certaine manière, ils en avaient fermé d'autres qui étaient accessibles dans le 5e. Et je me disais, mais pourquoi vous n'avez pas laissé Poudlard plus grand, en fait? J'aurais voulu voir toutes les pièces que j'ai déjà vues, plus des nouvelles pièces. Il n'y avait pas de raison d'en supprimer. C'était vraiment... Il y avait vraiment eu des très bons et du très mauvais dans la transition entre ces deux-là. Ouais, ils avaient rajouté aussi, moi ce que j'avais bien aimé dans le 6, c'était les duels, qu'il y avait déjà un peu dans le 5, mais dans le 6, ils avaient vraiment fait un terrain, une arène de duel. Tu pouvais apprendre des sorts et affronter les autres, et tu pouvais donc affronter des ordis ou affronter d'autres personnes en vrai, notamment sur la Wii, où ça se résumait à balancer ta manette dans tous les sens parce que ça lançait plein de sorts d'un coup. Mais... Mais tu avais de la stratégie aussi, parce que tu pouvais laisser charger ton sort pour qu'il soit plus puissant en maintenant la manette vers le haut avant de lancer ton sort, mais du coup tu devais te protéger avec ton Nunchuk pour éviter que lui te lance des sorts en attendant. Tu pouvais faire certains mouvements pour faire des Levicorpus, ou enfin bref, tu avais plusieurs sorts quand même à faire, et franchement ça c'était un des très bons ajouts, enfin de très bonnes mises à jour en tout cas de l'opus 6. C'était les potions et le club de duel, quoi. Les dragons, t'avais joué aussi à... J'avais joué au 6, ouais, je pense qu'il y a des souvenirs qui se mélangent entre le 5 et le 6, mais effectivement, les potions et les duels restent d'excellents souvenirs sur le 6 aussi. Et tu étais sur quelle plateforme, du coup? Ça, ces deux-là, je les ai fait sur PC. Ok, parce que là, j'ai pensé, parce que ce dont vous parliez, là, ça utilisait les possibilités de la Wii. Donc, je me demandais si tu avais des souvenirs sur PC de... Les potions, c'était un peu moins précis, mais on avait toujours un jeu avec la souris pour pouvoir aller prendre le bon ingrédient, le verser, touiller. Et je me souviens surtout dans la boîte de jeu, il y avait tout un plan de Poudlard que j'avais étudié pendant des heures pour étudier tous les raccourcis. C'était mon premier plan de Poudlard entre les mains. Et être sûr que je loupe aucun endroit, quoi. Un très bon souvenir. Le plan de Poudlard qu'il y avait dans la boîte. Le 5, d'ailleurs, on l'a sur PC et sur Wii. Parce qu'on avait acheté les deux. Comme quoi, hein, alors que c'était les mêmes jeux, hein, mais du coup, ouais, ils avaient fait le même système avec le plan de Poudlard. Et dans le 6 aussi, je pense qu'il y avait un plan de Poudlard. Du coup, je suis en train de vous imaginer tous les deux à jouer en même temps au même jeu, chacun dans leur coin. Non, on avait plutôt joué ensemble au premier et puis joué ensemble à l'autre. C'est ça. Du coup, les deux derniers, 7.1 et 7.2, je crois qu'ils ont été moins testés par notre panel ici présent. Ils ont été ignorés royalement. Alors moi, je peux en parler très rapidement parce que je les ai testés à différentes conventions de jeux vidéo à l'époque, mais ça n'a pas été plus loin parce que c'était des tellement grosses déceptions que pour moi, il était inenvisageable que je les achète et que j'y joue. Ce qui est très rare quand même, il faut le souligner. Parce que quelqu'un qui achète 2 fois le jeu 5 qui est le même pour jouer sur 2 plateformes différentes, s'il refuse derrière d'acheter un jeu, c'est que vraiment il trouve que ça n'en vaut pas la peine. Et en fait, ils ont transformé ça en jeu de tir. Ils ont surfé sur la vague de Call of Duty à l'époque et des jeux de tir qui prenaient vraiment beaucoup de place. Et ils ont essayé de faire un jeu de tir d'infiltration où les sorts étaient, tu avais un sort mitraillette, un sort bombe, un sort grenade, un sort bazooka, et tu devais te cacher. Et c'était le premier, en tout cas le 7.1, je crois qu'ils ont corrigé ça dans le 7.2, mais le 7.1 c'était vraiment un rail shooter, donc ton perso avançait tout seul une fois que tu avais tué tous les méchants dans la scène, il allait se cacher derrière une palissade un peu plus loin,
et puis tu recommençais une scène où tu devais sortir de la palissade, tirer sur les méchants, et puis te remettre derrière ta palissade avant qu'ils te tirent dessus. C'est conceptuel. Voilà. Et dans le 7.2, ils ont corrigé ça, mais du coup, le 7.2, j'ai même pas voulu y tester parce qu'ils ont voulu rester dans la même veine, donc j'ai fait que c'était pas possible pour moi. Ils ont corrigé ça dans le sens où tu pouvais vraiment toi-même choisir où tu te déplaçais plutôt que de suivre juste un rail guidé. C'est vrai que c'est frustrant parce que pour vu l'intrigue du film, cette partie 1, on peut totalement, je peux totalement imaginer que ça peut donner un très bon jeu d'action-aventure, quoi, avec des univers différents, avec des choses différentes à faire. Enfin, c'est quand même... Là, il y avait de quoi faire, quoi, avec l'histoire. Je pense que c'est parce qu'il avait été notamment pensé à l'époque pour la Xbox Kinect qui captait les mouvements, qui te filmait et qui mettait tes mouvements dans le jeu, mais où du coup il n'y avait pas de manette, il n'y avait pas moyen d'avancer, etc. Et donc c'était de là que ça venait le fonctionnement sur rail. C'était vraiment cette idée de... tu vas faire les mouvements pour lancer tes sorts et en bougeant, ça va les lancer, mais il n'y a pas d'autre moyen pour te faire avancer. On va revenir d'ailleurs sur Kinect tout à l'heure, puisqu'il y a eu un jeu sur Kinect que Bédragon a testé, je crois, auquel tu as joué, je crois. Ouais. Mais on va revenir, parce que avant ça, il faut qu'on parle de la brillante saga Lego. Il faut qu'on en parle. Je crois qu'on a une Alors, fan. Alors, parlons-en. Qui est sortie en 2 parties, en fait, en 2010 et 2012, avec chaque partie. Donc, c'est quoi? C'est année 1 à 4, c'est ça? Et 5 à 7? C'est ça, année 1 à 4 et 5 à 7, ouais. Les 2 plus gros succès de vente de jeux vidéo Harry Potter. Oui, dans mes souvenirs. Ça m'étonne pas, même si j'y ai pas joué. Mais j'ai joué à des jeux Lego, mais pas Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je sais qu'on a notamment une grande amatrice de jeux Lego parmi nous, Sushi. Donc, est-ce que tu veux commencer par ta lettre d'amour pour les jeux Lego? Déjà, moi, j'aime beaucoup tous les jeux Lego. Après, s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de jouer à des jeux Lego, même pas forcément les jeux Harry Potter, on a globalement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a un système par niveau qui reprenne globalement les films. Donc, je ne sais plus, il me semble que dans les jeux Harry Potter, ça doit être 4 niveaux par film, quelque chose comme ça. Tu y as joué aussi, Gizmo? Je sais pas pour moi, il y en a un peu plus que 4. Il y en a un peu plus que 4, mais oui, c'est ça l'idée, quoi. Donc oui, il y a des niveaux qui reprennent les scènes importantes du film, et puis entre les niveaux, on peut se promener à différents endroits. Alors, dans les jeux Harry Potter, on n'a pas non plus une très grande liberté sur le fait de se promener à droite à gauche, contrairement à d'autres jeux Lego qui sont sortis un peu après. Mais voilà, après, donc, par niveau, on avance, et puis on a un système d'objets, de briques à récupérer. C'est vraiment un gameplay qui est commun à tous les jeux Lego. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est fidèle au film, on reprend l'intrigue et la trame, mais il y a toujours des petits clins d'œil, des petites choses, des petits détails un peu rigolos qu'on va retrouver. Des petites blagues, des petites blagues, que ce soit des blagues sur Harry Potter ou que ce soit des blagues entre jeux Lego. Quand on a l'habitude de jouer à des jeux Lego, il y a des trucs qu'on va retrouver dans chacun. Et c'est vrai que c'est à prendre avec humour, mais du coup c'est assez léger comme jeu. Moi, ce que j'ajouterais dans la grande force des jeux Lego, c'est que il y a certaines choses dans les niveaux qu'on peut pas faire au tout début, pour débloquer des bonus, pour débloquer des briques un peu cachées, etc., où il faut avoir des pouvoirs spéciaux. Par exemple, il faut être mange-mort, ou il faut être un animal ou quoi, et que au début tu joues à Harry, Ron et Hermione et tu peux pas. Mais tu peux du coup débloquer des nouveaux personnages et puis refaire les mêmes mondes que tu as déjà fait, mais avec des personnages que tu as débloqués tout au long. Donc tu peux te faire la saga Harry Potter en jouant, je sais pas, Nick Quasi-sans-tête. Voilà, tu choisis de jouer Nick Quasi-sans-tête pendant la saga Harry Potter, tu peux te refaire tous les niveaux et avoir Nick Quasi-sans-tête qui se balade à Private Drive pour allumer la tondeuse à gazon de Vernon pour lui tailler ses fleurs, quoi. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de pouvoir débloquer autant de personnages, et t'as plein de trucs t'as des personnages qui étaient même jamais sortis dans les boîtes Lego physiques et qui avaient été représentés pour les jeux Lego.
Il y a une variété de personnages qui est assez hallucinante. Et même pour chaque personnage, on a, je me souviens, Luna en tenue pour le mariage de Bill et Fleur. On a Luna en élève de Poudlard. Chaque personnage a plein de tenues différentes. Enfin, c'est super rigolo, c'est plein de clins d'œil et c'est assez rigolo d'avoir autant de personnages. Ouais, et des personnages totalement random, quoi. T'as des moldus en pyjama. Ok. T'as vraiment une panoplie entière de personnages et c'est trop cool. Ouais. Donc en fait, tu peux prendre du polynectar à certains endroits de tes missions, histoire de te changer de personnage Enfin, voilà. Et là, quand tu prends une polynectar, tu as accès à tous les panels de personnages que tu as débloqués pour choisir, pour te changer, pour pouvoir continuer ta mission sous d'autres traits. Oui, pour pouvoir débloquer telle ou telle capacité, comme tu disais tout à l'heure, dont on va avoir besoin à tel moment, etc. Et il y a un autre truc qui est intéressant aussi sur les jeux Lego, c'est que déjà c'est jouable en multijoueur, enfin jouable à 2. Je ne sais pas si on en a parlé un peu pour les autres jeux, mais l'avantage des jeux Lego, c'est que on peut aussi y jouer à 2. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué avec Artemis, qui est un autre membre de la Gazette. Et c'est vraiment agréable aussi de pouvoir jouer à 2, de pouvoir se compléter, etc. sur ces jeux-là. Totalement. Il me semble que c'est même parfois nécessaire pour débloquer certaines énigmes, parce que les jeux sont vraiment sur un fonctionnement d'énigmes par moment où il faut trouver le bon interrupteur, trouver où aller décoincer quelque chose. Donc c'est même parfois vraiment nécessaire d'avoir ce côté multijoueur pour se compléter l'un l'autre. Avec toutes les subtilités de la caméra qui est propre au jeu Lego quand on est en multijoueur, qui fait parfois un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on a un joueur à un bout, un joueur à l'autre bout, des fois ça devient complètement n'importe quoi. Mais bon, ça fait son charme aussi. Ouais, et moi j'allais dire que c'est de nouveau un jeu rejouable quasiment à l'infini. Si tu veux le compléter à fond, récupérer toutes les briques rouges, récupérer toutes les briques dorées, récupérer tout ça, tu dois jouer beaucoup, refaire les niveaux plusieurs fois, débloquer des personnages pour pouvoir refaire les niveaux. Donc il y a vraiment une rejouabilité énorme. Et c'est comme Harry Potter 5, je l'avais sur Wii, le 1.4 et 5.7. Je l'ai quand même racheté sur Xbox derrière, quand ils ont fait le coffret collector avec de 1 à 7 en un seul jeu. Parce que ça me semblait essentiel de pouvoir le rejouer autrement et à un autre moment de ma vie. Nous, on y a joué sur PC, pour le coup. Donc, du coup, mais je pense que l'expérience est sensiblement pour le coup, elle change pas. Le gameplay change pas par rapport à la plateforme. Et par contre, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport aux jeux Lego Harry Potter, ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux Lego. Dans certains jeux Lego, les voix qui sont adaptées de films, on a les voix des acteurs et les voix des personnages. C'est pas le cas dans les jeux Harry Potter. Ouais. Donc on a des personnages qui font des petits comme ça, des petits bruits. Du coup, oui, ils vont rejouer des scènes. Pour les cinématiques, il y a des scènes qui sont rejouées, des scènes du film, donc avec des petits bruitages rigolos. Et puis toujours des petits, comme on disait tout à l'heure, des petites blagues, des petites subtilités. C'est très très drôle à regarder. Ouais, moi, autant j'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé beaucoup de cinématiques sur YouTube, etc. Parce que je les trouve quand même hilarantes, quoi. Mais j'aime beaucoup l'humour Lego quand même. Mention spéciale à la cinématique de la salle de bain des préfets. Voilà, si vous voulez savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à aller la regarder, je suis sûr qu'elle est disponible sur YouTube. Et en parlant de cinématique, alors là on fait un petit bond dans le temps, mais Lego évidemment n'est pas passé à côté des Animaux Fantastiques et on a eu des jeux Lego, un jeu Lego. C'était même pas un jeu Lego Animaux Fantastiques, en final c'est un très particulier. C'est en fait le jeu Lego Dimension. Ah oui, d'accord. Donc c'était lié à Lego Dimension, sur lequel dont on va parler, mais je voulais rester sur la thématique des cinématiques parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier avec ces cinématiques Lego Animaux Fantastiques, c'est qu'elles ont été réalisées avant la sortie du film, forcément, puisque le jeu devait sortir en même temps que le film. Et du coup, on a des choses présentes dans les cinématiques Lego Animaux Fantastiques qui ont été coupées au montage du film. Et donc, du coup, on a des choses canon, entre guillemets, enfin canon, pré-canon, puisque c'est de la pré-production,
qu'on retrouve dans les livres Minalima et compagnie. Et du coup, c'est assez drôle de se dire qu'on a une version. On n'a pas la version. C'est même pas une scène coupée, parce qu'on l'a jamais eu. On n'a pas les bonus. Mais on sait que ce qu'on voit dans Lego, c'était. Donc, je pense notamment en particulier à la lettre de Theseus que Theseus envoie à Newt au début du film et que Newt lit dans le bateau en arrivant. Et c'est quelque chose qui existait dans le film, mais qui n'est présent que dans le jeu Lego. Voilà, c'était un petit Tout à fait. fun fact. Et du coup, Lego Dimension, alors expliquez-moi, parce que je n'ai jamais joué à Lego Dimension. Alors, Lego Dimension, en gros, c'est un jeu dont le but était de faire vendre des figurines Lego, hein, soyons bien clairs. Donc, le jeu en lui-même te permet d'aller dans différents univers Lego, vraiment tous les univers Lego qui existent. Les personnages de départ, si je dis pas de bêtises, c'est Gandalf Lego pour aller dans le monde Seigneur des Anneaux, Batman et Cool Tag du film La Grande Aventure Lego. C'est un petit plateau qui est connecté à ta Wii, où tu peux mettre tes figurines Lego avec un petit socle qui permet de lire le socle et de les intégrer au jeu. Et donc, quand tu veux changer de personnage, simplement tu retires ta figurine du socle, tu mets une nouvelle figurine à la place et ça te fait changer de figurine. Ça te met la figurine avec laquelle tu veux jouer dans le jeu. Et au fur et à mesure où tu as des nouvelles figurines que tu achètes à côté, ça te permet de débloquer les mondes d'où ils viennent. Et donc, ils ont fait un monde Harry Potter avec les figurines de Hermione, de Buck, de Harry, de Voldemort et du Poudlard Express, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est toutes les figurines Harry Potter, ou qui nous permettaient donc soit de jouer dans l'aventure globale et de continuer l'aventure en jouant avec Harry Potter, machin, soit d'aller voir le monde de Harry Potter qui était donc Poudlard, qui était représenté. Il y avait aussi Private Drive, il y avait aussi Square Grimoire. Enfin, il y a la plaine de jeux où Dudley vient faire chier Harry. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qui sont représentés partout. C'est vraiment un truc de détail. On n'y va pas pour faire les missions, on y va pour s'imprégner du paysage. Et ils ont fait à côté de ça également une boîte Lego Animaux Fantastiques, mais qui était qui était une boîte encore plus avancée puisqu'elle débloque une complètement nouvelle aventure, comme l'aventure du jeu de base, où tu refais le film des Animaux Fantastiques. Mais pareil, tu peux jouer avec tous les personnages que tu as achetés dans Lego Dimension. Et donc, tu peux faire le film Animaux Fantastiques en jouant Batman, si tu veux, ou Harry, ou Bart Simpson, parce qu'ils ont fait aussi les Lego Simpson. Donc, vraiment, vraiment tout ce que tu veux. Ou Gandalf en disant que c'est le Dumbledore du futur. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est comme les jeux Lego où tu as besoin de certains personnages pour faire certaines actions. Donc, tu as besoin d'un sorcier pour faire certaines actions. Et donc, si toi, tu n'as pas acheté la boîte où tu as eu Harry, Voldemort ou Norbert Dragono, tu te retrouves à ne pas pouvoir débloquer cette fonctionnalité-là. Donc, c'est ça qui te pousse à acheter de plus en plus de boîtes pour avoir de plus en plus de personnages pour pouvoir jouer dans ton aventure. Habile. Mais ce qui était vraiment génial sur l'univers d'Harry Potter, c'est qu'il y avait vraiment ce grand terrain, monde ouvert, avec plein de lieux qui n'avaient pas spécialement été représentés et qui sont remplis de clins d'œil. Enfin, on a le cimetière de Godric Hollows, Square Grimoire, le terrier, tout ça. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur la Gazette où on se baladait dans le monde. On se baladait dans ce monde ouvert pour découvrir tous les détails. Bon, en plus, Harry pouvait monter sur son balai, donc on pouvait explorer le monde en hauteur. Et il y a plein de systèmes de petits défis. Il y a des courses à réaliser en volant, etc. Donc c'est assez... Une course contre Buck, par exemple, au-dessus de la forêt interdite. Et ouais, faut qu'on refasse une vidéo et qu'on réexplore ce monde-là maintenant qu'on a un peu plus de matériel technique pour faire ce genre de choses. Oui. Ouais, mais clairement. Mais donc, voilà, ça c'était Lego Dimension. Pour ceux qui n'auront jamais tout ce qu'il faut pour Lego Dimension. Ouais, parce que mine de rien, à la longue, ça commençait à coûter, plus qu'un jeu de base. Mais il y avait vraiment plein de trucs et c'est clair que le côté de pouvoir explorer ce monde entièrement, et puis comme disait Panta, il y avait des clins d'œil sympas dans le cimetière par exemple. Tu pouvais faire apparaître la gerbe de fleurs au-dessus de la tombe pour gagner quelques petites piécettes en plus. Enfin, voilà, plein de petits clins d'œil, et donc de pouvoir le faire
avec Dark Vador, pourquoi pas. C'est un plaisir aussi. En parlant de jeux qui demandaient un matériel un peu spécial, on remonte un peu dans le temps pour revenir à 2012, qui est l'époque des jeux sur console que personne n'avait. Et donc, sauf B-Dragon, merci d'être là. Donc là, je parle, entre autres, de Wonder Book, Book of Spells, donc le livre des sortilèges qui était sur PlayStation Move, sur PS3, donc avec le PlayStation Move, je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est ça, ouais. Et alors, je parle de celui-là en premier parce que clairement, c'est parmi tous les jeux auxquels j'ai pas joué, c'est celui qui m'a fait vraiment qui m'a fait vraiment envie à l'époque, mais c'était juste inaccessible, quoi. Donc, parle-nous de ce fameux Wonder Book, livre des sortilèges. Alors le Wonder Book, c'était très rigolo parce que ça avait vraiment la forme d'un petit grimoire qu'on avait avec soi. Et grâce à la caméra branchée sur la PS3 et le PlayStation Move, on donnait vie en fait au grimoire dans lequel il y avait comme un livre pop-up en fait des petites scènes qui apparaissaient. Et grâce à notre PlayStation Move qui devenait notre baguette, on apprenait des sorts, on les jetait et on découvrait l'histoire derrière ces sortilèges. Donc ça avait à la fois une fonction très ludique parce qu'on se retrouvait très vite à lancer des sorts n'importe comment pour voir tous les effets que ça pouvait avoir dans les scènes. Et puis au niveau de l'histoire, ça nous en apprenait plus sur l'histoire des sortilèges, d'où ça venait. Et voilà, c'était une petite expérience sympa parce qu'il n'y avait pas en soi de gameplay plus compliqué que ça. C'était vraiment des petites scénettes qui se suivaient. En fonction des pages qu'on tournait, on pouvait avancer, revenir en arrière. Il y avait de mémoire, quelques petites choses à débloquer en plus. Mais c'était plus une expérience vidéoludique qu'un vrai jeu vidéo. Vu de l'extérieur, j'avais l'impression que c'était littéralement je le mettais un peu. Enfin, j'ai compris après que je pouvais presque le mettre au même niveau que les livres compagnons qu'on a eu, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. On avait du contenu inédit sur des histoires de sortilèges. Alors, est-ce que c'est du contenu qui a été écrit par J.K. Rowling? Ça, j'ai pas l'info. Il était vendu à l'époque comme ça, venant hein. de Pottermore, donc je pense qu'elle a peut-être eu son mot à dire sur quelque chose. Après, il y a sans doute des choses qui n'ont pas été écrites par elle. Oui, c'est l'époque Pottermore, donc c'est l'époque voilà, où ça devient un peu flou de qui a écrit quoi. On ne sait jamais trop. C'est notamment, c'était pas dans le Book of Spells, mais dans le Book of Potions, qui est sorti après, où il y a la première mention de l'école russe Koldov Storets, qui ne figure d'ailleurs pas dans la liste des écoles mentionnées sur Pottermore, mais il y avait cette carte avec plein d'écoles, justement les quelques écoles qui ont été mentionnées sur Pottermore, et il y a une illustration qui fait allusion à Koldov Storets qui apparaît dans le Book of Potions. Donc, supposer que c'est parce que ça devait rester, avec leur accord, ça devait rester du matériel inédit, ou peut-être quelque chose comme ça, qu'il n'y avait pas... La possibilité d'en parler sur Pottermore après, quoi. Ouais. D'accord. C'est un rapport un peu bizarre avec le canon, comme on dit. Ouais. Mais ouais, ce qui était assez incroyable, c'était vraiment l'aspect réalité augmentée. En fait, c'est les premières heures de la réalité augmentée, et donc on se voyait vraiment à l'écran, au cœur de la scène, avec son bouquin devant soi qui prenait vie à l'écran, quoi. Ouais, tout à fait. Après, techniquement parlant, il fallait toujours veiller à bien régler la luminosité de la pièce autour de toi, être bien placé et tout, parce que c'était vraiment les toutes premières heures de la réalité augmentée, et ça pouvait bugger assez fréquemment. Mais une fois que tu étais dedans et que tu étais bien placé, oui, ça prenait vie, et c'était assez fabuleux de voir sur l'écran un dragon surgir d'un puits, des pages se tourner comme ça, des immenses constructions, et effectivement tout le contenu prendre vie. Non, mais c'est vrai que ça donnait envie, quoi, vu de l'extérieur, mais encore une fois, ça demandait un équipement particulier, et puis une pièce qui s'y prête aussi. Donc, quand on vit dans un petit studio étudiant à l'époque, c'était pas possible. J'imagine que c'est le genre de truc qui n'a pas forcément très bien vieilli. Enfin, je veux dire, on y rejouerait aujourd'hui, ça fonctionnerait peut-être pas aussi bien que ça pouvait fonctionner à l'époque. Je pense que oui, niveau graphisme, ça a dû aussi bien vieillir que les tout premiers jeux sur PlayStation 1. Après, la PlayStation 3 était déjà pas mal, mais c'est vrai que je pense qu'il y a on a franchi un petit gap depuis, et qu'y rejouer maintenant, ça serait moins fun. Ouais, moi c'est vrai que la PS3 c'était déjà pas si mal, mais c'est vrai que depuis
Depuis, ça a pris d'autres proportions. Et du coup, autre plateforme dont on a parlé tout à l'heure, c'est Kinect sur Xbox 360. Et donc, il y a eu un Harry Potter Kinect. Donc, pareil, les dragons, parce que tu avais non seulement la PlayStation Move, mais tu avais aussi la Kinect. Donc, Alors non, la Kinect, non, j'y ai pas joué à celui-là. J'ai dû Ah, confondre ok. dans la D'accord, préparation. ok. Non, j'ai bien joué D'accord. avec le PlayStation Move, mais la Kinect, de souvenir, j'ai Il y a joué à bien, des il y a jeux bien sur un l'époque, jeu mais Harry Potter ça Kinect me dit rien. que j'ai retrouvé, mais ça dit quelque chose à quelqu'un ou C'est celui dont je parlais tout à l'heure, C'est je ça. pense. C'est Oui. le Harry Potter 7 Ah, spécial Kinect, qui d'accord. était vraiment celui qui... Enfin, ça devait être le jeu star de ce dernier opus vidéoludique. Et tous les jeux ont été pensés autour de celui-là. Alors, il y a eu celui-là, en effet, mais il y a eu un autre qui était vraiment un Harry Potter spécial Kinect qui n'a rien à voir avec le Harry Potter 7, puisqu'il permet de faire, en fait, c'est des mini-jeux. Mini-jeux Kinect en multijoueur à travers toute la saga, qui est sorti en fait à la fin de la saga, qui est un des jeux les plus récents, mais qui est vraiment un jeu de mini-jeu. Pour ceux qui connaissent, le joueur du grenier a fait une vidéo dessus, une soirée pizza dessus. Mais donc c'est un jeu où tu dois, voilà, t'as un mini-jeu où tu dois affronter le troll en faisant des Wingardium Leviosa, puis t'as un mini-jeu où je sais plus, tu dois aller dans la mer, enfin, dans le lac noir pour sauver ton compagnon dans la deuxième tâche. Enfin voilà, tu as quelques scènes qui ont été reprises comme ça sous forme de mini-jeux où tu joues sur la Kinect. Il me D'accord. Après, semble que la t'es critique très- sur ce jeu était pas extraordinaire. Enfin, il me semble qu'il n'y avait pas des retours extraordinaires mauvaise. justement sur ce jeu. Ouais. Très très mauvaise la critique. Le seul truc qui me semble moins marrant, c'est que tu pouvais prendre une photo de toi pour l'intégrer au personnage, et donc c'était vraiment ta photo de toi en vrai qui se baladait sur le visage de ton personnage chaque fois, et ça En donne des plus ou moins visuels bien marrants. incrusté, ouais, Voilà. plus ou moins flippant. Mais Ouais. clairement, c'est un jeu qui a eu très très peu de succès et qui ne méritait pas beaucoup de succès. D'ailleurs, la Kinect au final n'a pas eu beaucoup de succès dans son ensemble, hein. C'était un ajout de console qui est assez fort de niche, parce que il y a eu la Wii qui a quand même un peu surpassé la Kinect à ce niveau-là, puisque c'était une console à part entière et pas un ajout en plus d'avoir acheté d'abord une console, et qui a eu plus de jeux adaptés dessus tout simplement. Donc Ouais. la Wii a surpassé la Kinect, et ça fait que les jeux sortis sur Kinect n'ont pas été beaucoup des gros succès commerciaux, quoi. Et en tout cas, ça ouvrait une période de désert vidéoludique pour Harry Potter, puisque à part, bon, même les Lego, hein, c'était quand même 2010-2012, donc c'était la même époque, mais on a eu certes Lego Dimension, Lego Dimension, mais ça, c'était tout. Petit désert jusqu'à la nouvelle ère des jeux mobiles, dans lequel on est en plein maintenant. Portkey Games. Portkey Games qui a été du coup lancé, mais juste avant Portkey Games, on avait un petit jeu, pas très ambitieux, mais à noter, parce que c'est un de ceux auxquels j'ai un peu joué quand même, c'était à la sortie des Animaux Fantastiques, on a eu Animaux Fantastiques, enquête dans le monde magique. Et, j'ai joué aussi à celui-là. Et ouais, j'ai oublié c'était l'autre chouette. jour, mais j'ai Bien joué, aimé. ça m'est revenu tout à l'heure. Ouais, moi j'aimais bien parce c'était une petite histoire inédite pour le coup. Comme finalement on va en reparler, mais ça a inauguré les jeux mobiles qui proposent du coup des personnages inédits et des histoires inédites. Et ouais, on avait toute une petite histoire avec, c'était tout bêtement un jeu comme il y en a des milliers où il faut retrouver des choses dans une image à collecter, etc. Il n'y avait rien de très original, mais les designs étaient jolis, et puis il y avait cette petite histoire qui était assez sympa. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres Oui, du coup, oui, moi j'y ai joué aussi. Fallait beaucoup y rejouer quand même si on voulait avoir tous les bonus, parce qu'il fallait retrouver le plus rapidement possible, en fait, il me semble, tous les éléments qui étaient cachés dans l'image, donc il fallait aller très très vite si on voulait avoir la totalité des bonus. Et il y avait un système d'énergie, il me semble. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Et où du coup, c'est comme tous les jeux où on a un système d'énergie qui se recharge au bout d'un certain temps. Ça peut vite être
un peu frustrant, Ouais. dans la mesure où quand on a fini de jouer à tout ce à quoi on peut jouer dans la journée, on reste un peu sur notre faim. Mais c'est vrai que c'était un jeu qui était assez chouette, qui était très joli. Enfin, voilà, ça faisait un peu un jeu sans prétention, mais qui fonctionnait bien en fait. Et du coup, j'ai regardé là, j'ai fait quelques recherches. En fait, ce jeu n'existe plus. Ah, Oui, ils ont arrêté de Depuis le de le mois de suivre. janvier, en fait, depuis le mois de janvier, il a été retiré des plateformes des App Store, en fait. Voilà, il est plus possible visiblement de jouer à ce jeu-là. Je Non. sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce Que qu'ils voilà, le il était quand mettaient même sympa. C'est parce qu'ils le mettaient plus à jour en fait, Ouais. et qu'ils ajoutaient plus de contenu. Ils ont plus l'équipe, ils ont plus l'équipe dessus et voilà. Mais c'était pas encore, c'était pas encore Portkey Games Non. qui faisait celui-là. Ouais, non, Portkey Game est arrivé après. Mais bon, après Portkey Game, c'est juste entre guillemets un label en fait. C'est pas. Oui, c'est quand même l'idée de certains types de jeux vidéo qui vont étendre l'univers. Enfin, Ouais. c'est étendre l'univers Harry Potter. Donc, c'est des jeux vidéo qui sont censés prolonger l'histoire ou amener une autre histoire. Mais c'est vrai que Mais ça aurait pu, ça aurait pu être dans ce label-là, hein, mais c'est arrivé avant. Mais c'était peut-être un test pour eux de voir ça. Mais c'est vrai quand on parle. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que c'était pour enchaîner, donc. D'accord. Ce qui était chouette dans ce jeu, c'est qu'on découvrait vraiment plein de lieux particuliers. On découvrait, par exemple, il y avait les locaux de la Rythme, la radio indépendante à transmission magique. Il y avait plusieurs lieux de Préolard. Pour ceux qui sont allés au parc d'attractions, étaient basés sur les visuels des parcs d'attractions, notamment, qui rappellent certains vendeurs visibles à Préolard, etc. Puis il y avait quelques personnages qui sont apparus dans ce jeu-là et qu'on a retrouvés dans des jeux plus tardifs, donc qui commencent à vraiment faire partie du canon Harry l'univers Potter. Étendu. Voilà, de l'univers étendu vidéoludique. Pour ceux qui jouent à Wizards Unite, sur lequel on va potentiellement revenir après, mais il y avait déjà un personnage de Wizards Unite qui apparaissait dans le jeu à niveau fantastique. Lequel on veut savoir? C'est Pickering ou un truc comme ça. C'est la Constance Pickering. Constance Pickering, exactement, qui signe une bonne partie des consignes du ministère dans Wizards Unite. Elle apparaissait pour la première fois dans ce jeu Animaux Fantastiques. Et quand il y a eu les premiers visuels de Wizards Unite, il y a beaucoup de fans qui ont dit, qui ont repéré sur les visuels de Wizards Unite la signature de Constance Pickering et qui ont dit ça va être lié au ministère de la magie. Et ouais. Au taquet les fans quand même. Hein. C'est ça. Et donc pour avant de revenir sur Wizards Unite, puisqu'on parlait d'énergie, parlons de Hogwarts Mystery, donc un jeu qui était très très attendu parce que pour le coup là c'était un peu justement Portkey Games se lançait et a fait énormément de pub pour ce jeu et continue à le vendre pas mal. Alors moi je peux pas en parler parce que mon smartphone ne peut pas le faire tourner. Donc ça va être le cas aussi pour Wizards Unite, mais j'ai quand même réussi un peu à y jouer. Mais Wizards Mystery, c'est pas du tout possible si on n'a pas des smartphones assez évolués. Donc je vous laisse en parler. Le jeu part d'une très bonne idée de base qui est de reconstituer une scolarité à Poudlard, mais pêche aussi bien sur son gameplay à base d'énergie qui ralentissent toute la progression du joueur et sur une histoire qui, en essayant de suivre des arcs qui peuvent être intéressants, se fourvoie dans des éléments complètement abscons et d'une débilité franche pour les fans. J'ai notamment le souvenir, je pense que c'est en première année ou en deuxième année, d'une infiltration où on finit par réduire sa taille à coup de sortilège pour passer sous la porte. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors moi, j'ai pas joué jusque-là, donc je peux pas en parler jusque-là, mais je sais qu'il a évolué en bien, d'après tous les dires, et qu'ils ont réglé un peu les problèmes d'énergie, etc.
Moi, ce qui m'a insupporté, c'est tout simplement que c'est juste du clic, 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 clic. Tu ne fais pas grand-chose à part, ouais, tu suis une histoire et puis tu cliques partout, quoi. Et c'est vraiment pas le genre de jeu qui arrive à me convaincre de le garder téléchargé plus de 24 heures. Il a tenu 24 heures quand j'étais à l'aéroport en train d'attendre mon avion. Ça m'a bien occupé pendant mes 8 heures d'attente à l'aéroport. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Alors, comment t'as fait pour y jouer 8 heures avec ce système d'énergie alors? Parce que je jouais 1 heure à ça, puis j'attendais 1 heure en jouant à autre chose, et puis je revenais jouer à 1 heure à ça. Habile. Voilà. Mais on l'avait testé du coup aux célébrations Harry Potter à Orlando quand on y avait été avec la Gazette, donc en avant-première, quand ils montraient les premiers trucs du jeu. Et quand on l'avait testé, on avait déjà repéré ces problèmes-là. On trouvait vraiment, enfin, on espérait qu'il y aurait plus en fait dans le jeu parce que on avait pu tester juste le premier cours de sortilège et c'était déjà les premiers tours qu'on avait fait. C'était en fait très dommage de se limiter à ça. Alors les graphismes sont super cool. L'univers développé est plutôt sympa et puis il y a vraiment des bons côtés aussi, genre pouvoir voir sa salle commune qui n'était pas encore développée par exemple si tu es Poufsouffle, tu peux aller dans la salle commune des Poufsouffles, c'est vachement cool parce qu'elle n'apparaît nulle part d'habitude, donc il y avait du bon, mais vraiment c'est le système de jeu en lui-même qui pêche, quoi. Juste, la salle commune des Poufsouffles était apparue sur Pottermore. Oui, quand même. exactement. Et sur le PlayStation Home de Pottermore. Il y avait Parce ça qu'il aussi. il y avait la version 3D de Pottermore, la version c'est ça, la version 3D de Pottermore en fait, qui permettait d'explorer certains lieux. Mais bon, après, voilà, pas Wizards Unite, Hogwarts Mystery, c'est vraiment effectivement une nouvelle histoire avec cette trame, etc. Moi, ce que je trouve dommage à chaque fois que je vois des nouveaux éléments sur la trame, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de réécrire Harry Potter. Oui, voilà, Harry Potter en 4e année, il y a le bal de Noël, et là, dans Hogwarts Mystery, en 4e année, il y a le bal céleste. Enfin, chaque fois, on s'est vraiment calqué sur des moments, des temps forts de la saga Harry Potter parce que on a l'impression que les fans veulent juste revivre Harry Potter. Peut-être que c'est le cas de certains. Je sais qu'il y a certains qui sont très contents de ce que propose Hogwarts Mystery en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeux, enfin ceux qui ont accroché continuent d'accrocher. Enfin, j'ai des échos comme quoi ça peut plaire quoi, certains. Ah, mais c'est clair. Et s'il continue à être développé et à être amélioré comme ça, c'est parce qu'il y a une énorme masse de joueurs qui continuent à être dessus et pour les plus extrêmes à payer pour pouvoir jouer plus. D'ailleurs, ce qui a frustré beaucoup, c'était que les nouvelles mises à jour mettaient du temps à arriver au début et donc il y en a plein qui sont arrivés à la fin de leur 5e année et les 6e et 7e n'étaient pas encore débloqués, qui sont bloqués et qui peuvent rien faire pendant attendant, à part refaire des trucs pour améliorer les scores ou quoi. Et c'était ça, il y a eu beaucoup de frustration à ce niveau-là aussi, par des joueurs qui ont arrêté du coup le jeu pour ça, parce que ça mettait trop de temps à se développer et à aller plus loin. Et ouais, bon, du coup, peut-être qu'un jour, si je change de smartphone, je pourrais tester. On verra. Mais en tout cas, là, je pense que le gros jeu qui a marqué l'année dernière, mais qui est toujours très actif, c'est Wizards Unite, alors qui a été pareil, très, très, très attendu, puisque pendant longtemps, on a entendu la rumeur qui est devenue quelque chose d'officiel, mais on parlait de cette Harry Potter Go, donc développé par le même studio qui a fait le hit Pokémon Go, et voilà, dans l'univers Harry Potter, qui s'y prête quand même avec toutes ces créatures. Bon, finalement, ça a pris une forme un peu... c'est pas que centré sur les créatures, comme on aurait pu peut-être s'y attendre avec un modèle Pokémon. Mais voilà, Wizards Unite, du coup, qui est sorti l'été dernier, que j'ai pu télécharger sur mon smartphone, donc qui ne demande pas autant que Hogwarts Mystery, mais j'ai été très vite frustrée parce que je ne peux pas utiliser tout ce qui est
je sais pas comment on appelle ça, c'est pas la réalité augmentée, mais si, c'est un peu la réalité augmentée quand même. Si, c'est ça. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle, ouais, c'est ça. Donc, réalité virtuelle, donc ça ne marche pas sur mon téléphone. Donc, après ça, je dois dire que moi, la réalité virtuelle, j'ai désactivé au bout de 3 jours de jeu. Hein, parce que oui, bien sûr, mais du coup, je ne peux pas ouvrir tout ce qui est porte au loin. Alors ça, par contre, en fait, maintenant, ils ont développé justement une des mises à jour et que il n'y a plus besoin de la réalité augmentée pour les portes au loin. On peut les faire défiler avec le doigt et on tourne simplement comme sur beaucoup de vidéos de réalité augmentée, de réalité virtuelle à l'heure actuelle. Est-ce que tu es en train de me dire que ça utilise le gyroscope du téléphone et si effectivement ton téléphone n'a pas de fonction de gyroscope, effectivement tu peux pas juste bouger ton téléphone pour faire bouger le porte au loin, mais comme disait Panta, maintenant il y a moyen de le faire défiler avec le doigt. Alors est-ce que vous êtes en train de me dire que la fin de mon confinement va être occupée par un retour sur Wizards Unite? Pourquoi la fin du confinement? Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont quand même aussi pas mal changé les choses pour s'adapter au confinement. C'est pour ça que je sais que je peux y jouer maintenant parce qu'ils ont adapté pour le confinement, on n'est pas obligé de sortir. C'est d'ailleurs une force, je trouve, du jeu, c'est qu'ils adaptent vraiment au moment où on est. Et là, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux ajustements qui ont été faits et qui continuent d'être faits au fur et à mesure, pour coller à la réalité de ce qu'il est possible de faire en ce moment et au contraire ce qu'il n'est pas possible de faire. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça rajoute de l'attrait, même si on ne peut pas se déplacer, etc. Bon après, je ne sais pas comment c'est quand on vit complètement à la campagne et qu'il n'y a rien qui apparaît aux alentours de chez nous. Mais ça continue d'alimenter en tout cas l'attrait parce qu'il y a des nouveautés, on n'est jamais bloqué, donc c'est assez intéressant. Il y a des journées communautaires assez fréquentes aussi qui permettent de débloquer des trucs qu'on voit moins fréquemment, qui sont plus rares, etc. Donc ça permet de te défrustrer parce que c'est clair que parfois c'est un peu frustrant de tomber pour la 1000e fois sur l'élève de Serdaigle que tu as déjà sorti de sa plante de ses ronces, de ses ronces 15 000 fois dans la même journée. Et comme Pokémon Go, quand tu tombais sur des roucoules et des ratatas tout au long de ta journée, tu en avais un peu marre. Mais c'est clair qu'ils ont mis en place beaucoup d'événements, de journées communautaires. Un peu trop d'événements. Ça dépend, parce qu'effectivement, après on n'est pas obligé. Enfin, encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir un jeu qui permet. Parce que moi, ce qui m'a, au-delà du fait que je ne pouvais pas ouvrir mes portes au loin, j'avais quand même un problème de data aussi, parce que quand même c'est très gourmand. Donc si on n'a pas un forfait illimité ou si on n'a pas de Wi-Fi dans notre ville, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un jeu auquel on peut jouer à la fois ponctuellement quand on sait qu'il y a un événement. Tiens, je vais y jouer ce week-end parce qu'il y a ça. Et j'y jouerai pas pendant une semaine, quoi. C'est agréable d'avoir ce type de jeu aussi, quoi. Moi, si je dois faire une remarque sur les événements, ce qui me frustre, c'est d'avoir des objets, des parties uniques à l'événement qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, qui doivent être débloquées par des autres parties uniques à l'événement. Tu dois faire dans l'émission de l'événement pour débloquer la partie unique que tu as à la fin d'émission de l'événement, tu dois avoir ouvert les 5 portes au loin de l'événement ou avoir débloqué tel objet de l'événement. Et quand c'est un enchaînement comme ça me frustre parce que je sais que je pourrais laisser tomber les portes au loin en me disant que je vais les ouvrir plus tard et que je ne dois pas marcher 10 km dans la journée. Mais je suis obligé de le faire pour pouvoir débloquer mon objet de l'événement que je ne pourrais plus débloquer après l'événement. Voilà, c'est très confus. Mais moi, c'est le point qui me frustre sur les événements. Ouais. Mais je pense que Wizards Unite, c'est quand même un gros succès, quoi. Je pense qu'on peut être d'accord avec ça dépend où, a priori, parce que pour moi, les infos que j'ai, c'est quand même, c'est pas, ça rencontre pas le succès espéré, et notamment en France. Mais voilà, c'est un jeu, c'est assez intéressant parce que ils ont trouvé une mécanique intéressante, intelligente, qui permet d'avoir pas mal de liberté et qui reste d'une certaine manière, on va dire, cohérente avec le canon, avec ce qui existait avant. Surtout
que l'histoire se déroule actuellement, donc tout ce qui se passe maintenant n'impacte en rien la saga, les livres, etc. Donc ils ont réussi à éviter cet écueil qui parfois fait trébucher lourdement Hogwarts Mystery ou les Animaux Fantastiques, en jeux vidéo et en film, chacun dans leur domaine respectif. Donc c'est assez intéressant d'avoir évité cet écueil-là potentiel. Donc moi, j'apprécie pas mal ce côté-là. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'histoire, en fait, qu'il y a derrière, parce que là, on a parlé de la mécanique, comment ça marche, Wizards Unite, mais il y a quand même une histoire qui est développée. Moi, je sais que j'avais pas mal accroché sur le peu de temps que j'y avais joué, et c'était notamment par le fait que j'avais été bloquée. Je pouvais plus avancer l'histoire parce que je pouvais pas ouvrir mes portes au loin, que j'ai arrêté aussi. Mais ouais, j'ai été pas mal accrochée aussi par cette histoire de fond. Alors, elle est très chouette l'histoire. Pour faire un rapide rappel pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est qu'un mage du ministère a disparu et a lancé une sorte la grande calamité où il fait ressurgir des éléments du passé, en gros, qui menacent de dévoiler du coup le monde magique aux Moldus parce que tu as des éléments qui apparaissent un peu partout. Et donc, le ministère met au point une nouvelle brigade d'aurore pour chasser ces éléments et les renvoyer dans l'époque où ils doivent être envoyés. En résumé, un très très gros résumé. Ouais. Moi, les petits problèmes que je pourrais dire sur cette histoire de fond, c'est qu'elle est hachée et qu'on peut difficilement relire ce qui s'est passé comme dialogue. Du coup, on ne garde pas les traces de ces dialogues et on obtient des nouveaux dialogues chaque fois qu'on trouve un objet lié au mage en question. Et que du coup, si on ne t'en trouve pas pendant 3 mois et puis tu en trouves un, parfois tu as perdu le fil, tu ne sais plus très bien où tu en es, tu ne sais plus toutes les informations que tu as eues à propos de ce sorcier, de pourquoi il aurait fait ça. Oui, c'est décousu, oui. C'est un peu décousu et qu'il manque un registre de traces où tu pourrais avoir l'entièreté des informations que tu as découvertes à propos du mage pour avoir une idée de... Et puis, l'autre question que je me demande, c'est vers où est-ce qu'on va, vers où est-ce qu'on se dirige. Est-ce qu'il va vraiment y avoir à un moment une fin, une conclusion, une découverte à ce niveau-là, ou si ça va nous laisser juste ok, il y a ça qui s'est passé, maintenant vous trouvez c'est retrouvable et c'est tout et on n'en saura jamais plus, ce qui pourrait être quand même assez dommage. Je viens d'aller vérifier et on peut revoir, je pense que c'est nouveau, en allant dans le registre, on peut revoir les dialogues qui ont été faits par rapport aux retrouvables en question. Par contre, moi, je sais que j'ai récupéré tous les retrouvables mystères liés à cette histoire et ça fait, donc moi j'y joue depuis le mois de juillet, ça fait peut-être au moins 6 mois que on n'a pas de nouveauté en fait. L'histoire, elle évolue plus du tout. Elle n'est pas bouclée pour autant. Elle évolue pas. Donc, comme tu dis, on ne sait pas vraiment où ça va, si on va nous emmener quelque part, si on va avoir une clôture de cette histoire. C'est un peu frustrant. Donc, on continue d'avancer, de récupérer les retrouvables, de chasser, etc. Mais voilà, l'histoire en elle-même, elle avance plus vraiment. Donc, voilà, à suivre. Ah bah mince, vous m'avez démotivé de me remettre à Wizards Unite. Mais en fait, l'histoire sert vraiment plus de prétexte. C'est sûr que c'est peut-être une faille à ce niveau-là. L'histoire sert véritablement de prétexte. D'un autre côté, l'autre bon point que je voulais aussi soulever sur Wizards Unite, on parle beaucoup de Wizards Unite, on a déjà fait trop d'épisodes dessus, mais c'est qu'on peut justement du coup, de nouveau, on se redétache de l'univers des films, comme on peut aller dans un univers étendu. Et donc, oui, il y a plein de clins d'œil aux films, aux Animaux Fantastiques, à Harry Potter, tout ça. Mais on a aussi des petits clins d'œil à des choses que seuls les lecteurs vont pouvoir comprendre. Par exemple, moi, je pense aux retrouvables du casque de géant. Non, même si ça vient des films et pas vraiment des livres. Non, je pense aux retrouvailles du réservoir à cerveau, justement, du ministère, qui, on disait tout à l'heure que dans Harry Potter 5, on ne pouvait pas les voir. Et ben voilà, on peut les voir dans Wizards Unite. Et ça, c'est quand même assez cool de retrouver ce genre de petits détails
Du Scrota Pétard aussi, Scrota Pétard qui d'ailleurs est basé sur celui de Orlando, du parc d'attractions, justement. Ouais, voilà, meilleur argument de vente de Wizard Unite, vous pouvez avoir un Scrota Pétard et un réservoir à cerveau. Si ça, c'est pas... ça donne pas envie. Vous pouvez retrouver c'est pas les trucs les plus sexy de l'univers. Mais c'est vraiment retrouver ce côté... c'est de nouveau ces petits éléments en plus, en fait, pour ceux qui veulent enrichir l'univers et en découvrir plus. Ceux qui n'ont vu que les films, là, ils peuvent découvrir vraiment des... Et même des mises en scène sympas, retrouvables Hagrid et Madame Maxime qui vont au bal, par exemple, où c'est donc des lutins de Cornouailles qui leur balancent des boules de neige qu'il faut arrêter pour pouvoir les libérer, qui est aussi un clin d'œil sympa au livre, avec les boules de neige balancées sur le couple quand ils sont dehors. Il y a plein de petits détails même dans ce qui bloque en fait le personnage en question que je trouve sympa. Tous les épouvantards aussi qui sont assez cool. Voir tous les épouvantards des différents personnages. Bref, il y a plein. L'univers en lui-même est très très vaste et très très riche. L'épouvantard de Harry qui se retrouve revêtu d'une petite robe rose à fleurs. C'est assez magnifique. Ah, je l'ai pas eu celui-là encore. L'épouvantard de Hermione quand même avec McGonagall qui sort de l'armoire avec tout cette voix qui est pas visible dans le film. Ah de nouveau. ouais. Donc voilà, beaucoup de bons points. Et puis voilà, il y a une diversité, il y a une diversité de choses. Et même pour les sorts, on n'a pas parlé des sorts, mais du coup même on redécouvre des sorts. C'est rigolo aussi de pouvoir tracer les sorts. Voilà, il y a un côté un peu des choses qu'on voit pas forcément souvent et de redécouvrir tous les sorts et tout, c'est sympa aussi. Moi, pour avoir joué à Pokémon Go, c'est vraiment le truc qui m'a fait préférer Wizards Unite. C'est la diversité des sorts et donc le changement que tu as à chaque retrouvable. Plutôt que de devoir chaque fois lancer une Pokéball pour attraper et que c'est chaque fois le même mouvement, chaque fois la même chose. Là, chaque retrouvable, il y a 8 sorts différents, un truc du genre, mais une dizaine, ouais, t'as chaque fois un mouvement différent à faire et c'est ça qui je trouve change. Et puis les forteresses, parce que si on continue à un bon point, les forteresses en équipe, où tu peux te retrouver ensemble pour aller faire affronter des méchants et tout, ça a vraiment un côté super cool où tu as les 3 différents métiers qui te permettent de te spécialiser en soins, en combat et puis chaque fois contre des créatures différentes. Et le fait de pouvoir faire des forteresses en équipe, c'est vraiment un super moment. Parce que contrairement à Pokémon Go, il n'y a pas de rivalité là entre eux. Même au début, on choisit sa maison, mais en fait, ça n'a pas d'incidence. C'est juste ton bonhomme, il est bleu, jaune, surtout jaune, fonction de surtout jaune, en fonction de la maison. Mais il y a pas ça n'a pas d'incidence en fait sur l'histoire. Et puis sur le déroulement du jeu, c'est juste quelque chose de personnel, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur Wizards Unite, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce jeu, alors que. Oui. Voilà. Du coup, est-ce que c'est le meilleur jeu Harry Potter jamais créé et l'expérience ultime qu'on attend tous? Non. Absolument pas. Non. Probablement pas. Non, et du coup, je voulais conclure. Alors, vous pouvez d'ailleurs vous inspirer peut-être. D'ailleurs, on va faire peut-être un premier tour de table sur dans tous les jeux qu'on a mentionnés, votre chouchou, votre favori. Je vais commencer. Je pense que j'ai quand même un faible pour Coupe du Monde de Quidditch, parce que aussi j'ai pas joué à beaucoup des jeux qui ont l'air vraiment chouettes. Mais du coup, je garde la Coupe du Monde de Quidditch comme coup de cœur. Peut-être Gizmo, qu'est-ce que tu veux, lequel tu élis Alors, moi, pour avoir joué quasiment à tous, du coup, je me retrouve devant un gros dilemme parce qu'il y a beaucoup trop de choix possibles. D'un point de vue nostalgique, ce serait clairement Coupe du Monde de Quidditch, mais pour les jeux auxquels je pourrais encore rejouer maintenant, Coupe du Monde de Quidditch, j'y ai rejoué encore il y a 3 mois, donc ça rentre dans ce jeu-là, mais non, ce serait plutôt les jeux Lego, du coup, qui sont pour moi, qui sont restés aussi excellents que j'y joue maintenant ou il y a 6 ans, quoi. Bon, Sushi, j'ai un petit doute, mais... Non, mais moi, je vais... ça
être comme Gizmo, ça va être les jeux Lego. Je mets les deux dans le même panier parce que ils sont pas ils se jouent séparément, mais ils sont pas forcément dissociables. De toute façon, ils sont ressortis ensemble dans un coffret collector, donc maintenant on peut dire les deux ensemble. Mais voilà, après, j'ai pas joué à beaucoup. Enfin, voilà, j'ai pas joué à beaucoup des jeux, donc du coup, la comparaison est. Disons que faire une comparaison entre Wizards Unite et les jeux Lego, par exemple, c'est pas forcément pertinent. Mais oui, ce serait quand même plutôt les jeux Lego. Bédragon, parce que tu as quand même aussi un éventail de jeux très différents dans ton expérience. Moi, je pense que par nostalgie, ça va être le HP5 sur PC, pour cette découverte et ses souvenirs fabuleux. Après, je pense pas que j'y rejouerai un jour parce que j'ai peur de découvrir la réalité et de me rendre compte de certaines choses. Mais en termes d'émotions et de sentiments par rapport aux jeux vidéo HP, ça sera celui-là que je vais garder. Ouais, tu m'as donné envie de tester. Et du coup, Panta, ton jeu préféré? Je pourrais aller sur Coupe du Monde de Quidditch, je pourrais aller sur les jeux Lego, je pourrais aller sur HP5. Du coup, je vais changer, je vais dire, je vais dire Lego. Non, je vais dire l'expérience Lego Dimension. L'expérience Harry Potter Lego Dimension, parce qu'il y a ce côté autant de HP5 où on peut explorer un monde ouvert et faire plein de choses dedans, et puis l'expérience Lego de tous ces mini-jeux et de toutes ces énigmes et de tous ces mais quel personnage est-ce qu'il me faut à cet endroit-là pour pouvoir activer et pour déclencher cette petite touche de magie. Donc je vais dire l'exploration libre Lego Dimension Harry Potter. Très bien, on a un beau panel. Et du coup, en guise de conclusion, ouverture, on va dire, est-ce qu'on pourrait refaire un tour de table pour parler peut-être de l'avenir, de vos espoirs, du jeu vidéo idéal que vous espérez qui arrivera un jour? On va tous mentionner la même chose, non? Oui, effectivement, il y a ce fameux projet dont on n'a aucune nouvelle, et c'est pas une très bonne nouvelle d'ailleurs, qu'on n'ait toujours pas de nouvelles de ce comment c'était le nom du projet Alors il y a pas justement, il a pas de nom. Ouais, mais il y avait un nom. On a pensé que c'était Magic Awakened. Force Awakened. Ouais, Forge du Force. Magic Awakened. C'est Magic Awakened, mais qui finalement s'avère être un autre jeu chose qui n'a rien à voir. Qui est destiné au marché chinois, qui a l'air sympa. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est encore autre chose. Mais non, il y a effectivement ce fameux RPG dont des images ont leaké, ce jeu où on serait un élève de Poudlard dans les années 1800, qui avait l'air assez intéressant quand on voyait les visuels qui réinventaient vraiment Poudlard, qui donnaient vraiment un aspect particulier à l'architecture. Qui tendait vers ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire enfin on quitte l'histoire de Harry, on va dans une toute autre époque, et qui est très libre. Enfin, c'est un RPG monde ouvert visiblement, et donc qui nous promet en tout cas, ou nous promettait du moins avec les images, pas mal d'utilisations différentes et d'aventures différentes pour chacun, avec un développement de son personnage, on choisissait son métier, sa maison, ses caractéristiques et les sorts qu'on allait lancer, etc. Visiblement dans une guerre contre les gobelins. Enfin bref, qui envoie du pâté, qui est un peu ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends en tout cas depuis très très longtemps. Ah ouais, moi je pense que je rebondirais là-dessus. Moi j'attends un jeu, alors certes, c'est un type de mécanique qui me plairait bien, du RPG en monde ouvert, ça me plairait bien, mais surtout avec un contenu inédit, une extension de l'univers, quoi, parce que moi je suis totalement ouverte à un univers étendu à la Star Wars, hein. J'ai aucun problème avec ça, et que ce soit exploré en jeu vidéo, pourquoi pas. Et au contraire, ça me paraît un bon médium pour ça. Donc ouais, moi j'attends ce type de jeu, mais plus largement, moi je pensais aussi à peut-être dans la même idée d'une histoire inédite, et vraiment de prendre un peu le large en fait avec le canon. C'est un jeu à la Telltale en fait, avec un jeu narratif linéaire, mais à choix multiples, avec une narration interactive en fait. Donc un gameplay très simple, de juste un jeu narratif, mais tout simplement un jeu comme ça me
vraiment, ça me plairait beaucoup. Donc, j'aimerais bien. C'est un peu Hogwarts Mystery, ça, par contre. Ah ouais, mais Hogwarts Mystery, il y a quand même... Mais t'as pas pu y jouer. Non, mais déjà, j'ai pas pu y jouer. Mais Hogwarts Mystery, il y a quand même c'est comme vous le disiez, il y a une narration très hachée où voilà, il y a pas... Moi, je pensais vraiment, je sais pas si vous avez joué à les Telltales, Game of Thrones ou Walking Dead. Moi, j'ai surtout joué à Game of Thrones, mais c'est vraiment un truc très... Enfin, ouais, comme un livre dont on est le héros, mais version jeu vidéo très linéaire où juste on a des choix à un certain moment qui du coup influencent complètement la suite de l'histoire. Et donc, ouais, et qui influence la fin, du coup, mais un peu comme dans d'autres jeux à monde ouvert, hein, mais là, plus simple, quoi, vraiment quelque chose de centré sur la narration. J'aimerais bien. Vous avez compris, moi, c'est les histoires qui me plaisent dans les jeux. Ah oui. Malheureusement, Après, ils sont pas très doués pour écrire des histoires, donc on verra un peu. Moi, dans les autres jeux que j'attendrais, ce serait un Coupe du Monde de Quidditch 2, adapté aux nouvelles mécaniques. On en a fait un article d'ailleurs sur la Gazette, avec un jeu, parce que le Coupe du Monde de Quidditch originel te limite au jeu du poursuiveur, avec l'attrapeur juste à la fin du match, comme dans les jeux Harry Potter de base d'habitude, où tu joues Harry que quand au moment où le vif d'or apparaît. Là, c'était le même principe. Les batteurs sont représentés uniquement par un cognard que tu peux balader de temps en temps quand tu as une action spéciale. Et donc faire un nouveau jeu Quidditch, Coupe du Monde de Quidditch 2, où tu pourrais choisir ton poste au début du match ou faire plusieurs postes durant le match. Et à la FIFA, où tu peux vraiment te déplacer sur le terrain beaucoup plus librement et avoir plein d'autres actions des feintes, des piquets, pour choisir son niveau de hauteur aussi, plutôt que de voler juste tout droit là où ça te dirige, pouvoir décider de descendre, voler près du sol ou monter en altitude. Enfin bref, un jeu Coupe du Monde de Quidditch qui serait adapté aux nouvelles technologies qui sont disponibles. Ça pourrait en rendre un jeu franchement spectaculaire et auquel je pourrais jouer beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai que les jeux dans le style des jeux de simulation sportive, ils sont capables de faire des choses très très élaborées quoi maintenant. Donc le Quidditch, ça pourrait s'y prêter. Sushi, est-ce que tu as un rêve vidéoludique Harry Potter? Je sais pas. C'est vrai que tout ce qui est effectivement RPG en monde ouvert, l'idée de pouvoir se balader dans l'univers de Harry Potter et de voir des lieux, etc., qu'on n'a pas forcément pu voir en détail dans les films, ou qu'on a des lieux qu'on a juste pu s'imaginer dans les livres. Enfin voilà, pouvoir s'y balader en vrai, entre guillemets, ça pourrait être chouette. Mention spéciale s'ils sortent quelque chose pour les casques de réalité virtuelle, parce qu'on a la chance ici d'avoir un casque de réalité virtuelle, donc pouvoir se balader dans ce genre d'univers avec le casque, ce serait vraiment très 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 chouette. Donc ouais, peut-être un jeu Harry Potter qui serait dans l'univers Harry Potter, mais qui serait disponible pour la VR, ce serait peut-être très très chouette. Ah ouais. Je suis pas équipée, mais je viendrai squatter chez toi s'il y a ça. Avec plaisir. Bon, Bédragon, ouais, vas-y. Tant qu'on parle de VR, on n'a pas du tout abordé le jeu Animaux Fantastiques VR, qui permettait de découvrir les différentes créatures du film Animaux Fantastiques directement sur son smartphone en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Du coup, on pouvait caresser, brosser et donner à manger à un grabcorn après avoir résolu quelques petites énigmes pour débloquer l'animal en question. On n'en a pas du tout évoqué, mais c'était un jeu franchement cool, avec des chouettes graphismes, même si voilà, c'était juste pour voir les créatures, que c'était le seul intérêt. Mais c'était cool qu'ils aient développé ça quand même pour la VR. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu, il est toujours disponible. Hein. Oui, tout à fait. Mais j'imagine qu'encore une fois, il faut avoir un téléphone un peu élaboré pour jouer à ce genre de choses. Je pense que là, il faut carrément un casque de réalité virtuelle type Oculus ou... Il faut un casque adaptable à ton téléphone. Ok, bon. Très bien. Oui, Bédragon, vu ton amour pour
Harry Potter 5 et Monde ouvert, je pense que pareil, j'ai un petit doute sur ta réponse aussi du type de jeu auquel tu peux rêver. C'est sûr qu'un RPG monde ouvert, j'adorerais pouvoir me passer des heures à tout découvrir. Et ce que j'aimerais aussi, c'est même quitter l'univers de Poudlard et pouvoir me rendre dans d'autres écoles de magie et dans d'autres endroits du monde magique. Vraiment le rendre palpable, le découvrir, quitter l'Angleterre et voir un peu comment le monde de la magie existe et évolue sur d'autres continents. Et ça, mais faire des jeux là-dessus, moi, j'achète tout de suite, quoi. Bon, au boulot, je sais, j'allais dire Portkey Games, mais non, parce que c'est que les jeux mobiles, mais au boulot, tout le monde, là. Warner Bros. Entertainment, au boulot. A priori, Portkey Games, c'est pas que des jeux mobiles. Hein. Quand ils ont lancé, ils ont bien dit que c'était des jeux notamment mobiles, mais aussi, ils avaient aussi parlé de consoles. Et que simplement l'idée c'était de nous faire rentrer dans l'univers. Donc effectivement l'idée d'un jeu RPG où on incarnerait un élève de Poudlard de A à Z, ça rentre dans cette idée de nous faire rentrer dans l'univers. Ouais, c'est vrai que j'avais l'idée Portkey portable, mais ouais, non, ça marche aussi pour le moyen de transport en fait. C'est ça. mais bon, il y a ce jeu et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va en entendre parler dans pas trop longtemps. Mais il y avait une rumeur qui évoquait le fait que ça allait être annoncé à l'E3, qui même s'il n'a pas lieu, aura lieu en ligne. Ouais. Et donc c'est possible qu'on entende en parler très 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 prochainement, du coup, parce que l'E3 c'est quoi ? C'est début juin, donc c'est dans un mois et demi. Ouais. Alors de quand date les images leakées C'était 2018 ? Octobre 2018 ? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, si on n'entend pas parler cette année, à mon avis, c'est mort. Mais j'en parlais avec mon frère, justement. Je lui dis, mais tu t'en penses quoi là de ce truc ? Parce que lui, pareil, dès que ça a été sorti, il avait sauté dessus en mode genre, génial, génial, génial. Et bon, sur le calendrier de production d'un jeu de ce type, si on n'entend pas parler au bout de 2 ans après ce type d'image, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Et ça arrive, hein, y a beaucoup de jeux qui rentrent en développement, qui arrivent à ce stade de développement et qui sont abandonnés, donc on verra. Croisons les doigts quand même. Croisons les doigts, oui. Bon, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, parce que ça m'étonnerait qu'il laisse tomber ce type d'idée quand même. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux éditeurs de se replonger dans le jeu vidéo. Et n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs souvenirs de jeux vidéo Harry Potter, que ce soit des très anciens ou des plus récents avec Wizards Unite. Et puis bon courage pour si l'épisode sort et qu'on est encore en confinement, ce qui est fort probable. Bon courage à tous. Et suivez la Gazette pour toutes les nouvelles, notamment la bombe de la révélation de la sortie du RPG, si ça arrive ces prochaines semaines. On sera sur la brèche. Et merci à tous ici d'avoir participé à la discussion. C'était très, très chouette. Merci à toi. Et on vous dit salut les sorciers et à la prochaine. Salut les sorciers. Salut les sorciers. Salut les sorciers. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur SoundCloud, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast sous l'intitulé Les podcasts de la Gazette. Retrouvez la Gazette du Sorcier sur Facebook, Twitter et Instagram. Et en rejoignant notre Tipeee, vous pourrez être invité à participer à un prochain enregistrement de Salut les sorciers. Merci Dumbledore, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Sodinam.